Bonjour et bienvenue dans ce cours 6. Donc, cours 6, c'est un cours pas mal important parce que on va aborder les questions associées à la correction et à la notation. Alors, au secondaire, mais pas que, évidemment, c'est un sujet qui est toujours assez épidermique. Hein? Donc, corriger, exercer son jugement, noter, attribuer un score, une note, une valeur chiffrée ou littérale. Donc, on va voir tout ça dans la série de vidéos sur la notation. Et donc, ça commence dès maintenant, donc avec, comme d'habitude, donc les trois objectifs donc, dans cette vidéo dédiée à la correction. Donc, premièrement, connaître les principes de la correction scolaire, appliquer des techniques afin de réduire le temps de correction. Donc, c'est important, surtout pour des jeunes enseignants novices, donc qui débutent leur carrière. Donc, quelques stratégies pratico-pratiques concrètes là, pour avoir une correction adéquate, mais en même temps gérable, là, donc avec un emploi du temps qui est serré. Et des stratégies donc pour améliorer la fidélité, la fiabilité de la correction. Alors, quelques caricatures, vous avez le temps de regarder ça. C'est assez rigolo. Donc, pour montrer qu'il y a différents enseignants correcteurs. Donc, quand vient le temps de corriger, donc il y a toutes sortes de profils qui se destinent. Donc, c'est un peu petit, mais j'essaierai de faire un petit zoom dans la vidéo pour vous montrer. Donc, vous avez donc différents enseignants. Donc, il y en a qui sont plus laxistes, donc qui sont hyper sévères, donc qui sont très pointilleux. Donc plusieurs font des commentaires très négatifs. Donc, il y a beaucoup d'exemples et de contre-exemples, en fait, dans ces 8 illustrations-là que je vous invite à consulter. Bon, si on regardait une petite définition, donc ça peut avoir de l'air simple, mais finalement, c'est quoi la correction? Qu'est-ce que c'est que la correction? Alors, Etkin, en 2016, fait la différence entre la correction et la notation. Donc, elle fait clairement la différence entre les deux. Et puis, pour la correction, elle l'associe principalement, on va dire ça comme ça, principalement au contexte formatif, donc au contexte de fonction d'aide à l'apprentissage des élèves. Donc, elle dit identifier les forces et les difficultés de la performance de l'élève afin de fournir une rétroaction utile qui permettra à l'élève d'identifier ses erreurs et de savoir comment les surmonter. Donc, c'est la définition qu'elle retient. Moi, je propose autre chose, une définition un peu plus large et inclusive de la correction, parce que je pense que c'est plus une mise en correspondance. Donc, corriger, c'est une mise en correspondance entre ce que fait l'élève, donc la performance de l'élève, et puis différentes attentes. Donc, qu'est-ce qui était attendu? Donc, le cas le plus, on va dire le plus simple, parce que c'est la correction objective, c'est les QCM, donc les questions choix multiples. Parce que, en principe, si elles sont bien bâties, ils ont une seule bonne réponse. Donc, il suffit de regarder sur la copie de l'élève s'il a sélectionné, si l'élève a sélectionné la bonne réponse. Donc, c'est assez facile à faire, tellement facile que même les machines font ça mieux que nous autres. Donc, quand c'est possible de les administrer de façon électronique, c'est encore mieux, parce qu'on sauve complètement le temps de correction et la fiabilité, à moins que vous fassiez une erreur quand vous rentrez la clé de correction dans l'algorithme, ben, il n'y a pas quasi aucune chance d'avoir d'erreur. Donc, cette mise en correspondance-là, ça m'apparaît important pour définir ce que c'est que... Alors, on entend toutes sortes de choses sur la correction. Donc, il y a des conceptions erronées qui circulent donc sur la correction. Examinons-en quelques-unes. Donc, la première, c'est donc les bons enseignants, c'est les enseignants qui corrigent beaucoup. C'est une conception qu'on entend souvent. C'est pas nécessairement faux, donc c'est pas un travers en fait de corriger beaucoup, mais c'est pas nécessairement un signe d'un bon enseignant ou d'un enseignant là, qui est un bon communicateur. Donc c'est un des éléments, mais pas que. Donc il y a d'autres stratégies que celle-là, mais c'est pas la seule. Deuxième conception qu'on entend souvent, la rétroaction doit être fournie par les enseignants. C'est l'enseignant qui doit fournir toujours la rétroaction.
Ben, pas toujours. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, mais la rétroaction peut venir aussi de l'élève. Donc, c'est ce qu'on appelle faire une auto-évaluation. La rétroaction peut venir des pairs, donc elle peut venir des autres élèves. Fait qu'il y a différentes sources. Donc, l'enseignant, évidemment, c'est une partie centrale de la rétroaction, mais il n'est pas le seul dépositaire de la rétroaction. Troisième conception erronée, et ça va peut-être en étonner quelques-uns, mais il faut personnaliser la rétroaction et mettre des commentaires sur chaque copie. Pourquoi c'est une conception erronée? Ben parce que si vous remarquez, je vais vous donner des stratégies concrètes dans quelques diapositives, mais si vous remarquez qu'il y a certains élèves qui font, disons, en répétition la même erreur, ben vous n'êtes pas obligé de la noter dans chaque copie. Vous pouvez faire un retour à ce moment-là en groupe. Vous prenez des notes sur la difficulté rencontrée par les élèves et vous faites une intervention qui va s'adresser à tous les élèves. Donc, vous pouvez prendre quelques exemples anonymisés, donc vous enlevez le nom de l'élève, et puis pour illustrer la difficulté en question. Et donc, ça évite que vous soyez obligé de répéter, en fait, le même commentaire un nombre, des dizaines et des dizaines de fois. Donc, c'est une stratégie qui peut être utilisée, qui peut nous sauver du temps. Autre conception erronée, donc si les travaux ne sont pas notés, les élèves ne les feront pas. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ça vient de plusieurs auteurs, entre autres de La Montagne. Et là, c'est, comment dire, ça fait partie du contrat d'évaluation, ni plus ni moins. C'est-à-dire que si on se sert de l'évaluation pour faire travailler les élèves, si la notation devient la carotte et qu'on enlève la carotte, ben, pas étonnant que les élèves se plaignent ou les élèves arrêtent de travailler parce que c'est un peu c'est le modèle qu'on leur propose. Donc, quand ils sont en situation d'apprentissage, les élèves ont beaucoup plus besoin d'avoir des commentaires constructifs sur ce qu'ils font bien, sur ce qu'ils font moins bien, mais surtout des pistes pour s'améliorer. Donc ça, c'est beaucoup plus profitable pour l'apprentissage qu'une simple note. Donc ça, c'est quelques conceptions qu'on entend par rapport à la correction. Ensuite, il faut être aussi, lucide par rapport au temps de correction. Et ça, ce chapitre-là, donc chaque discipline a ses spécificités. Donc, je prends les enseignants en français ou en langue en général. Évidemment, il y a toujours une composante de production écrite. Donc, production écrite, ça peut devenir assez lourd au niveau de la correction. Donc, fait que toutes les disciplines ne sont pas égales en termes de temps nécessaire pour la correction. Mais bon, si on fait l'exercice juste pour réfléchir un peu, donc, quand on corrige, qu'est-ce qu'on fait? Donc, concrètement, c'est quoi les opérations cognitives qui se passent dans la tête d'un enseignant qui corrige? Donc, qui corrige, qui note pas, qui corrige. Donc, ça, c'est important à comprendre. Qui corrige. Donc, mise en correspondance seulement. Donc, il faut lire la forme et le fond. Donc, la forme et le fond, ben, c'est quoi? C'est pas qu'en langue, ça peut être aussi en mathématiques. Quand on demande aux élèves, par exemple, de justifier leur réponse, bien évidemment qu'il y a une composante langagière là-dedans. Il faut porter un jugement. Il faut écrire des commentaires. Il faut revoir aussi ses annotations, parce qu'on fait des commentaires, mais parfois, nos critères d'évaluation peuvent fluctuer. Donc ça, c'est un phénomène très bien documenté, c'est-à-dire que notre niveau de jugement peut se modifier au fur et à mesure qu'on corrige, surtout quand on a beaucoup de copies à corriger. Donc, si on fait des ajustements, il faut revoir ces annotations pour être juste équitable envers les élèves. Puis prendre en note, finalement, les erreurs les plus fréquentes. Donc, pour des retours à ce moment-là qui peuvent être de 3 ordres, dans mon sens. C'est soit personnalisé à un élève en particulier, à un groupe d'élèves qui manifestent certaines difficultés, ou au groupe en entier. Donc, c'est les 3 cas de figure, à mon sens, qui peuvent se présenter. Donc, regardons ici un petit témoignage. Donc, c'est Kira Ford qui a bien voulu accepter de faire une petite entrevue. Et puis, je vous fais écouter simplement
son intervention ici. La difficulté aussi, c'était de faire attention de ne pas crouler sous la correction. Parce qu'on s'entend on a beaucoup à faire et on a tendance à vouloir surévaluer les élèves. Mais des fois, on ne réalise pas que ça nous donne de la surcharge de travail à corriger toutes ces évaluations-là aussi. Donc, si on peut nous simplifier la vie, par exemple, tantôt, je parlais au questionnaire informatisé qui se corrige tout seul, ben, ça peut nous sauver beaucoup, même au niveau de santé mentale, là, ça va aider. Tu sais, je donne un exemple, là, moi, un laboratoire avec mes 4 groupes de chimie, c'est environ 6-7 heures. Puis c'est pas des laboratoires complets. Puis ça, c'est 6-7 heures pour les 4 groupes, là. En sciences, moi, je les vois tous les jours. En chimie, je les vois aux 2 jours, mais en sciences, ça fait énormément de corrections aussi, là. Tu sais, depuis le début de l'année, on est juste en février, j'ai à peu près une vingtaine de laboratoires déjà de fait, là. Donc, c'est ça. Semaine type, là, pour Kira, c'est combien d'heures de correction? Euh, je dirais un minimum 5 heures. 5 heures par À- semaine? oui, à 5 heures par semaine, ça serait environ là, ce que je pense à corriger. Dans les 2 dernières semaines, j'ai corrigé jusqu'à 8h30, 9 heures à tous les soirs, y compris la fin de semaine au complet. Mais j'avais des évaluations critériées, ce qui est spécifique au programme international. Puis ça donne encore plus de corrections. Et c'est ce Oui. que j'ai corrigé dans les 2 dernières semaines au complet. Fait que les 2 dernières semaines ne sont pas représentatives de ce que je ferais en temps normal. Fait que oui, je dirais à peu près 5 heures par semaine. Des fois, il y en a que je corrige pas du tout. Et des fois, il y a comme tout le rush en même temps qui arrive. Donc, on voit que c'est donc en situation réelle, donc Kira Ford pour une entrevue complète donc sur le campus virtuel, donc pour les étudiants qui regardent cette vidéo. Et donc dans l'extrait, hein, ce qu'on comprend bien, donc c'est le temps de correction. Donc, il faut calculer à peu près au moins 5 heures par semaine. Donc, en plus, Kira a une charge d'enseignement relativement homogène. Donc, elle enseigne pas beaucoup de préparation, là, seulement que 2 préparations de cours. Bon, quelques stratégies. Regardons quelques stratégies pour essayer d'améliorer la correction. Donc, euh, évidemment, le premier élément, c'est de cibler les apprentissages importants. Donc, ça aussi, ça fait partie des mythes. On n'est pas obligé de tout corriger. Donc, c'est on peut cibler, donc regarder de façon précise certains critères d'évaluation. Donc ça, parfois, c'est un aspect que certains enseignants ont la difficulté à faire le deuil. Ils disent, oui, mais si je laisse des erreurs, c'est grave. L'élève ne va pas comprendre qu'il y a une erreur. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont mal à l'aise avec ça parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire leur travail. Ils ont l'impression en laissant des erreurs comme ça, comme s'ils ne les avaient pas vues. Donc, c'est un peu comme si ça remettait en question leurs compétences. Donc, on puisse leur reprocher de dire, ben, tu n'as pas été un bon prof parce que tu n'as pas tout corrigé. Euh, alors qu'il peut y avoir beaucoup d'avantages à ça. C'est-à-dire que si vous ciblez, ben, à ce moment-là, pour l'élève, ça fait moins d'aspects différents à corriger. Donc, un aspect vraisemblablement motivationnel pour l'élève. Puis deuxièmement, l'autre avantage, c'est que si vous ciblez plus spécifiquement ce que vous voulez voir corriger chez les élèves, bien, ça va réduire votre temps de correction. Donc, vous allez pouvoir retourner les copies, retourner la performance de l'élève assez rapidement. Donc, ça fait que ça, le temps, c'est une variable qui est importante dans la communication. Donc, on va le voir, c'est faire l'objet d'une prochaine vidéo sur la rétroaction efficace, mais le temps, ça joue un aspect qui est important. Donc, limiter le nombre de critères d'évaluation, c'est une pratique qui est tout à fait adéquate. Spécifier clairement les consignes et l'ampleur de la tâche attendue. Donc, par exemple, le nombre de pages. Donc, et ça, c'est vrai dans quasi toutes les disciplines. Donc, c'est un moyen, en fait, de limiter l'ampleur de la performance attendue de la part des élèves. Ainsi que les contraintes. Donc, des contraintes, ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes de matériel, ça peut être des contraintes au niveau des ressources qui peuvent être employées par les élèves. Donc, il y a moyen de faire en sorte de davantage fermer, ouvrir ou fermer la situation d'apprentissage et d'évaluation, comme on a vu dans une vidéo précédente, donc qui peut nous aider dans certaines circonstances.
et finalement recourir à l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs. Donc, ça, évidemment, c'est une façon de intéressante. Donc, beaucoup de travaux assez récents par rapport à ça. Je pense entre autres à Ernesto Maladero qui a montré que il y a beaucoup d'apprentissage chez les élèves quand on leur demande de s'auto-évaluer. Donc, c'est pas s'auto-noter, là. C'est pas se donner soi-même une note. C'est pas la même chose. Ça aussi, ça existe, mais je ferai une vidéo sur ce sujet-là éventuellement. Pour l'instant, on va mettre ça de côté, mais l'auto-évaluation, c'est vraiment le regard vraiment métacognitif de l'élève sur sa démarche et son produit. Donc, démarche et produit. Comment lui se situe. Donc, par rapport aux différents critères d'évaluation. Quelques recommandations, puis vous allez voir, ça date d'il y a très longtemps, donc 1992. Vesselin et Vesselin là, qui ont fait plusieurs recherches justement sur la correction dans un contexte européen. Et puis, donc quelques recommandations. Donc, écrire lisiblement les commentaires, ça peut apparaître une vérité de la palisse, mais si les élèves ne sont pas capables de vous relire, donc si c'est papier-crayon, évidemment, ça va passer dans le beurre, quoi. Donc, il faut que ça soit... parfois, les enseignants ne s'en rendent pas compte parce qu'ils travaillent rapidement. Donc, ils écrivent rapidement et ils n'écrivent pas toujours très lisiblement. Alors, être vigilant par rapport à ça. Deuxième aspect, et ça, moi, je pense que c'est fondamental, identifier les points aussi positifs. Donc, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos parce qu'on a tendance à... on a tendance naturellement, et les enseignants, quand on les interroge par rapport à ça, ils sont souvent le réflexe de dire ben mon temps est compté, donc je préfère aller à ce qui ne va pas. Ce qui va bien, ben ça ne nécessite pas mon attention. Donc, les élèves vont comprendre que s'il n'y a pas de commentaires, ou il n'y a pas de rature, ou il n'y a pas de... ben que c'est correct. Oui, mais les élèves ont aussi besoin de savoir, pour avoir des modèles, de savoir, d'avoir votre validation, votre approbation, pour dire, voici ce que tu as fait là, ben c'est très bien, puis la prochaine fois, pour une tâche semblable, si on fait la même chose, même un peu mieux, ben, ça va être encore plus profitable pour toi. Troisième élément, très important, donc, sélectionner les erreurs. Ça revient un peu à ce que j'ai dit dans une ou deux diapositives précédentes, mais sélectionner les erreurs les plus importantes. Donc, mettez l'accent là-dessus. Il y aura d'autres occasions. Vous allez faire d'autres performances aux élèves. Donc, il y aura d'autres occasions de revoir d'autres types d'erreurs. Donc, tout ne doit pas être fait dans une seule et même performance. Donc, c'est surtout dans un contexte qui est formatif. Et finalement, émettre des commentaires en lien principalement avec les intentions, avec les critères d'évaluation. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire des enseignants qui se disent, ben, si je vois une erreur, il faut que je la corrige, hein, c'est mon travail de faire ça, donc si je le fais pas, je n'ai pas l'impression de faire mon travail. Oui, mais qu'est-ce qui était évalué? Quel était le contrat avec les élèves? Quelles étaient les attentes? Qu'est-ce qu'on voulait qu'ils fassent? Donc, si on rétroagit par rapport à ça, ça a plus de chances de fonctionner, d'être bien perçu de la part des élèves, dans le sens de, ils vont en faire œuvre utile. Ça va vraiment les aider dans leur apprentissage. Alors, autre recommandation, toujours des mêmes auteurs, donc, commenter le produit, la démarche. Donc, on voit souvent une erreur fréquente, c'est que les enseignants mettent l'accent parfois beaucoup trop sur la réponse, sur ce qui surtout dans les questions à développement, sur la réponse attendue. Donc, ne pas oublier, parce que surtout qu'on est dans des approches par compétences. Hein. Donc, en Ontario, au Québec, dans la plupart des systèmes maintenant, on a adopté ce modèle-là, donc de définition des apprentissages, donc par le véhicule des compétences. Donc, c'est important d'avoir de la rétroaction, en fait, sur ces deux composantes-là. Manifester la cohérence, donc, entre la rétroaction et les critères d'évaluation. Donc, ça a été rapporté, Brocard, par exemple, écrit là-dessus, 2016-2018, là, sur le fait que c'était un élément clé dans l'application de l'évaluation formative, hein, l'évaluation soutien à l'apprentissage, de s'appuyer sur des critères d'évaluation.
Et puis, dernier élément, donc localiser les erreurs. Donc, dans la correction, c'est ce qui est demandé, hein, c'est cette mise en correspondance-là, c'est ce que ça permet de faire. Et ce qui est encore mieux, ça, c'est les travaux de Heritage, en fait, qui sont assez clairs sur ce sujet-là. C'est aussi d'offrir des pistes de rémédiation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut dire à l'élève, bon, ben voici, je vais te préparer un atelier spécifique à toi ou à un groupe d'élèves en particulier, donc pour corriger tel type d'erreur que vous faites de façon fréquente, donc qui résiste un peu à l'enseignement. Donc, fait que ça, c'est une méthode efficace de travailler pour avoir un peu plus de succès. Juste un petit commentaire assez rapide. La couleur du crayon, donc, on voit ça souvent, là, que la correction, ça doit se faire à la couleur rouge. Donc, il y a des travaux qui ont été menés, surtout en psychologie, là, sur le fait que, bon, le rouge est associé à des émotions parfois qui étaient un peu, bon, colère, agressivité, culpabilité, tristesse. Donc, c'est pas nécessaire de corriger en rouge, là. Vous faites prendre un crayon de la couleur que vous voulez, là. C'est pas une obligation de corriger en rouge. Sachez-le. Bon, des stratégies concrètes maintenant. Donc, ça, c'est les travaux de Préfontaine et Fortier, donc en enseignement du français. Et ils ont développé un système de codification, donc il est employé chez plusieurs enseignants, entre autres en langue. Là, j'ai vu ça à de multiples reprises. Donc, cette codification-là les aide beaucoup lors de la correction parce qu'au lieu de mettre des commentaires à l'écrit, écrire des mots, écrire des phrases, écrire des paragraphes, ben, ils mettent des codes. Donc, ces codes-là sont associés à un type d'erreur. Alors, ici, vous avez l'exemple, donc, sur l'accord, donc, accord dans le groupe de noms, ça, c'est AGN. L'accord dans le groupe de pronoms, c'est AGP, RON, bon, etc. Puis, vous voyez la suite. Donc, là, vous avez ici le code. Ici, je vous présente donc, ce à quoi ça se réfère. Donc, ici, c'est orthographie le nom dans le groupe de noms, et puis les difficultés particulières qui sont rencontrées donc, dans ce cas-là. Donc, l'orthographe au pluriel, l'orthographe de nom précédé du déterminant, puis bon, etc. Et donc, comment ça s'actualise, comment ça s'opérationnalise, dis-je, sur la copie de l'élève? Ben, c'est de la façon suivante. Donc ici, ça, c'est l'exemple tiré de leur texte, donc Préfontaine et Fortier. Donc, vous avez la production de l'élève à droite, et puis là, ce que vous avez dans la colonne de gauche, donc, ce sont les codes. Donc, les codes qui sont associés à des types d'erreurs. Donc, les élèves, en fait, ils ont accès au livre de code. Donc, ils peuvent dire, bon, ben voilà, SP, ça correspond à tel type d'erreur, et puis, donc, vous comprenez que ça accélère considérablement en fait, la correction, parce que on n'a qu'à retenir, puis à force de corriger, donc vous allez les connaître par cœur. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous référer à la feuille ou au document électronique pour faire l'adéquation, chercher le code, le bon code qui correspond au type d'erreur. On les connaît par cœur. Donc, ça, c'est en français, mais c'est peut s'appliquer dans toutes les disciplines. Il n'y a pas une discipline dans laquelle ça ne peut pas s'appliquer. Dans une perspective papier-crayon, donc ça existe encore beaucoup, évidemment. Donc, il y a des tampons qu'on peut acheter, qui ne coûtent pas très très cher, et puis donc avec des commentaires types là, qui peuvent revenir fréquemment. Donc, de tamponner, évidemment, ça va plus vite que d'écrire. Et puis, vous avez autre solution, c'est des autocollants. Donc, vous pouvez mettre, surtout pour les élèves plus jeunes, donc on les voit souvent parce que c'est une espèce d'aspect motivationnel, si vous voulez, mais on peut les détourner. Donc, les autocollants, parfois, on peut les personnaliser. Donc, en les personnalisant, ça permet de mettre dessus, en fait, des erreurs types qu'ils rencontrent. Donc, ça va un peu plus vite. Évidemment, si vous corrigez de façon électronique, donc ce qui est de plus en plus le cas, donc on s'en va vers ça, donc l'espèce d'abandon du papier-crayon, ben, vous avez maintenant des outils électroniques qui permettent de créer des tampons. Je vous donne ici l'exemple dans mon éditeur de documents PDF. Donc, j'ai toute une série de tampons que j'utilise donc pour
identifier les erreurs fréquentes des élèves dans les cours que je peux offrir. Donc, c'est le même principe, en fait, que le tampon encreur que je vous ai montré précédemment. Pour améliorer la fiabilité. Alors, la fiabilité, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Donc, fiabilité de la correction, ça veut dire que, entre autres, là, ce n'est pas que ça, mais entre autres, une illustration de ça, si vous corrigez exactement la même copie, disons au début de la correction et à la fin de la correction, est-ce que vous allez noter la même chose? Donc, c'est ça, la fiabilité, entre autres, la fiabilité de la correction. Donc, des travaux qui datent d'il y a longtemps. Puis, souvent, les études qu'on rapporte, c'est des travaux de Starch, donc 1913, donc ça date d'il y a très, très longtemps, plus de 110 ans. Et il faut montrer que les critères d'évaluation, en fait, sont souvent appliqués de façon un peu, pas aléatoire, il ne faut pas exagérer, mais disons avec, pas toujours avec le même niveau de sévérité, on va dire. Une façon de contourner ces problèmes-là, puis d'être plus juste aussi, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les élèves vont se comparer, donc surtout quand c'est papier-crayon, donc ils comparent les uns les autres, donc qu'est-ce qu'il y a sur ta feuille, qu'est-ce qu'il y a sur ta feuille à toi, puis et là, quand ils voient que c'est genre la même réponse, mais c'est pas le même commentaire, ou mais là, ils trouvent ça injuste, ils ne comprennent pas. Donc là, c'est là qu'ils vont voir les enseignants, puis ils vont dire, ben explique-moi pourquoi lui, il y a telle chose, puis moi, j'ai telle autre. Là. Donc, problème de fiabilité, okay, dans ce cas-ci. Donc, c'est Brocart, en fait, qui présente des éléments pour surmonter, disons, ces difficultés-là. Donc, d'avoir une description opérationnelle des critères d'évaluation, ça aide. Une pondération logique. Donc, ça veut dire quoi, une pondération logique? Bien, une pondération qui est en lien avec l'alignement pédagogique. Pondération qui met en valeur les critères importants, discutés avec les élèves, qui sont en lien avec le temps d'enseignement ou le temps d'apprentissage qu'ils ont eu, avec l'importance que ça a dans le programme d'études. Donc, tout ça, c'est tous des éléments à prendre en considération pour la détermination de la pondération des critères d'évaluation, la pondération des questions d'examen, par exemple. Et finalement, une application constante des critères. Donc, on va voir tantôt comment on peut procéder pour essayer d'avoir la meilleure fiabilité possible lors de la correction. Et deuxième élément, ça vient de Brocart et Goske, donc utiliser un outil qui permet de baliser le jugement. Donc, dans tous les cas, c'est un jugement. Ce jugement-là, il est subjectif. On essaie de limiter le plus possible la subjectivité, d'augmenter l'objectivité, mais c'est une chimère, l'objectivité. Ça ne peut pas être objectif parce que c'est un jugement. Donc, c'est pour ça que les questions à choix multiples, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la correction qui est objective. La correction, certes, elle est objective. Mais le choix de la question, comment elle est formulée, comment elle est placée dans l'examen, la position de la bonne réponse, tout ça, ça peut être biaisé. Donc, vous avez une période d'enseignement d'1 heure, puis vous donnez un examen à choix multiple sur les 5 dernières minutes du cours seulement, ben, ça a beau être correction objective, ça demeure pour moi que c'est pas aligné. Donc, c'est pas représentatif de tout ce que les élèves ont appris. Donc, d'avoir des grilles, entre autres, des échelles de vérification, des listes de vérification, des grilles analytiques, des grilles holistiques. Donc, c'est une façon de baliser le jugement. Ce sont des outils qui nous aident, en fait, à avoir un jugement qui est le plus possible fiable. Quelques autres recommandations. Donc, ça vient d'un ouvrage très important, donc, qui s'appelle What We Know About Grading, donc de Susan Brocart et puis Thomas Goske. Je vous invite à le lire. C'est un livre très important parce que c'est vraiment une recension des écrits sur le processus de correction et de notation. Bon, surtout des études américaines, on ne se le cachera pas, mais donc ça permet d'avoir une espèce de regard panoramique, en fait, sur la notation et la correction. Donc, et ça se lit bien, c'est dans un langage qui est assez vulgarisé. Donc, avoir un modèle illustratif de la performance attendue, ce que j'appelle avoir un corrigé. Donc, dans le langage populaire, c'est le terme qu'on emploie. Un corrigé, c'est quoi? C'est la réponse attendue. Donc, dans un examen, les questions à choix multiples, on va écrire généralement les lettres qui correspondent aux bonnes réponses. Et dans les cas des questions en développement, ou développement court, développement long,
les systèmes de type closure, là, vous savez, les dictées à trous, les questions de type appariement, les vrais ou faux, bon, tout ça, on va indiquer qu'est-ce qui est attendu, quels sont les éléments de réponse qui devraient être valorisés, qui correspondent aux attentes, donc aux attentes raisonnables. Et qu'est-ce qui devrait être pénalisé aussi. Donc, il y a des éléments qui peuvent faire partie de cette liste-là. Corriger une question à la fois. Autre stratégie très pratico-pratique. Donc, corriger une question à la fois. Pourquoi? Parce que ça permet de focaliser le jugement. Donc, notre mémoire, il y a quelques cases, hein, il y a entre 5 et 7 cases de mémoire. Donc, notre capacité d'avoir dans la mémoire à court terme de l'information, elle est limitée. Donc, si on corrige un examen avec 20-25 questions, et qu'à chaque fois, donc, il faut se réapproprier les critères d'évaluation, si c'est des questions en développement, bien évidemment, ça amène beaucoup de surcharge cognitive chez les enseignants. Donc, quand on corrige la même question, ben ça peut aider par rapport à ça. Ça peut amener d'autres choses, ça peut amener d'autres biais. Donc, le fait d'avoir un certain désœuvrement, parce que, bon, la même question, ça vient qu'à un moment donné, c'est un peu plate. Donc, ça peut jouer aussi sur notre motivation. Alors, c'est pas magique. Donc, mais on peut prendre une pause quand on sent qu'on est un peu fatigué ou un peu désœuvré, de prendre une pause, changer les idées, même une minute ou deux. S'étirer, aller prendre l'air, puis revenir, et puis être plus frais et dispo, en fait, pour continuer la correction. Autre recommandation, donc corriger de façon anonyme. Donc la correction, c'est pas toujours facile parce que même quand on le fait au secondaire, on va dire corriger de façon anonyme, donc un examen, l'élève écrit son nom sur la première page, donc vous tournez la première page, vous voyez plus le nom de l'élève. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'on finit par connaître nos élèves. Et donc, on reconnaît quoi? On reconnaît l'écriture de nos élèves. Alors, c'est pas toujours facile de corriger de façon anonyme. Ça a l'air évident, mais c'est pas toujours aussi simple, surtout au secondaire. Quand c'est possible, demandez à un collègue de corriger quelques copies, pas toutes les copies, quelques copies. 5, 6, 7, 10. Et changez-vous ça. Je corrige 10 des tiens, tu corriges 10 des miens. Ensuite, on compare. Est-ce qu'on voit la même chose? Donc, ça permet de calibrer le niveau de sévérité. Ça permet de calibrer le niveau de jugement. Ça permet de voir, ah, tu as vu telle erreur, moi je ne l'ai pas vue. Hey, c'est une bonne idée. Hey, merci, sinon ça m'aurait échappé. Donc, vous voyez, stratégies simples qui sont assez économiques et qui peuvent aider beaucoup, en fait, à améliorer la qualité de vos corrections. Donc, je termine, dis-je, là-dessus. Et donc, ça met fin à cette première partie pour le cours 6, donc sur la correction et la notation. Donc, prochaine vidéo, on va parler justement de la notation.